l'onboarding des nouveaux devs, c'est on leur donne aucune info. C'est-à-dire, tiens, voilà 5000 documents, il y a des vrais défauts, tu te démerdes. Ça permet d'avoir une vision nouvelle sur comment est structuré un document, et très souvent, en arrivant, tu as des personnes qui trouvent des nouvelles solutions. J'essaye tous les jours de faire la stack la plus simple possible pour plusieurs raisons. Ça accélère énormément les temps d'onboarding, les temps de déploiement. Sur le plus long terme, avoir une stack simple, ça permet de limiter les risques de sécurité. La question, c'est pas est-ce que tu vas y arriver, c'est quand est-ce que tu vas y arriver. Et si tu fais ça, tu peux aller très 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 loin. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de Théophile Duportal, qui est le CTO et le cofondateur de Finovox. Merci Théophile d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Pierre, merci de me recevoir. C'est avec plaisir. Aujourd'hui, on va parler, je crois, notamment, pas que, mais d'une histoire de potes, en fait. C'est un truc qui m'avait un peu marqué dans nos premiers échanges, parce que c'est pas si fréquent que ça de voir un cofondateur, un CTO en fait qui monte une boîte avec un ami, et quand on sait l'importance qu'a l'association dans le succès ou la réussite d'une boîte, comment ça marche? Écoute, pour l'instant très bien. Oui, en effet, on est avec Marc et Pierre-Alexis, mes deux cofondateurs. On est amis de longue date. Marc, par exemple, on s'est connus sur les bancs de l'école en 6e, où on s'est tout de suite très bien entendu, et on a toujours eu ce goût de l'entrepreneuriat à notre échelle à l'époque. Toujours. Dès la 6e. C'est-à-dire que en 5e, on jailbreakait les iPod Touch de nos camarades de classe pour gagner un peu d'argent. Donc c'était des petits projets marrants et sympas à faire là-dessus. Et de fil en aiguille, on a fait plein de projets plus ou moins sérieux avec le temps, jusqu'à arriver à Finovox, qui maintenant est l'aboutissement de 15 années de Il y a eu quoi business. comme projet un peu moins sérieux que Finovox? Un peu moins sérieux ? Ouais. On a fait de l'arbitrage sur une solution de stockage décentralisée quand on était étudiant. C'est-à-dire qu'on sous-louait de l'espace de stockage sur un Dropbox décentralisé. Et c'était en fait, leur modèle de rémunération était extrêmement avantageux. Donc on louait des serveurs d'un côté et on sous-louait l'espace de stockage à ce service-là. Et ça a été extrêmement rémunérateur pendant un bout de temps. Et c'était très rigolo de trouver une faille dans leur système de rémunération pour aller. Enfin, c'était clair. On a fait pas mal de choses comme ça, de petits projets à droite à gauche, jusqu'à amener à Finovox. Ok, un peu de bidouillage jusqu'à Finovox. Alors du coup, Finovox, une aventure la vraie aventure du coup, qui a déjà plusieurs années. Finovox, peut-être avant de... c'est quoi en fait? Finovox, c'est une solution de détection de faux documents. Donc nos clients nous envoient des documents numériques, donc des PDF ou des images. Les documents, c'est très souvent des fiches de paye, des factures, des pièces d'identité. Et nous, notre technologie nous permet de dire si le document a été modifié numériquement, est-ce qu'il a été falsifié ou non. Donc pour ça, on va regarder à la fois les traces la structure informatique du document. Donc pour faire simple, ça peut être par exemple un PDF. Est-ce que la personne a rajouté un carré blanc et a changé le montant sur sa fiche de paye pour avoir un appartement ou un prêt. Et aussi, on fait, depuis plus récemment, de l'analyse de cohérence. On va faire, comme beaucoup d'acteurs le font déjà, analyser la cohérence entre les montants. Est-ce que l'entreprise existe? Est-ce que les sommes sont bonnes? Exactement. Donc, c'est avec le principal focus qui est le cœur de notre technologie, c'est l'analyse de la structure des documents. Donc, par exemple, sur une image, ça va être les pixels. Est-ce qu'il y a des traces de compression? Est-ce qu'il y a des problèmes d'alignement des polices, des caractères, des problèmes de couleur? Et du coup, vous faites essentiellement de l'analyse de documents, de documents de KYC, quoi, grosso modo. Il y a du KYC. Après, en KYC, il y a beaucoup d'acteurs qui le font déjà. Ouais. Et le marché est déjà bien mature. Nous, on a un gros avantage, c'est sur les documents non normés, type
factures, fiches de paye et ce genre On de en choses. remet parce qu'effectivement, carte d'identité, tout le monde a, tout le monde a la même, tout le monde sait ce qu'il faut regarder, où regarder, ok. Exactement. Alors que les factures et les feuilles de paye, ouais, chacun a son petit modèle, quoi. Et surtout sur les factures, par exemple pour les assureurs, le ROI, il est beaucoup plus mesurable et beaucoup plus direct. C'est-à-dire que si tu vas avoir un dégât des eaux chez toi et que tu vas tu vas prendre la facture de ton pote et que tu vas changer le nom et le prénom pour te faire rembourser le MacBook Pro que tu n'as jamais acheté, le ROI, il est direct et il est concret. Euh, et surtout, c'est l'ensemble du dossier qui va être refusé par l'assureur. Si ne serait-ce que tu mets une seule fausse facture dans le dossier. Donc Ouais, potentiellement le ROI est plus élevé que le montant de la fraude en lui-même. Ok, vous avez des outils, enfin vous avez mesuré chez vos clients le ROI que votre solution apporte ou a apporté par rapport voilà, au dossier détecté qui aurait peut-être pas été, enfin qui n'aurait pas été détecté ou déjà par rapport au dossier détecté. Alors pour les clients dont le ROI est mesurable directement, c'est assez simple de le mesurer et le ROI est très élevé, de l'ordre de x10 sur le montant sur le prix de la solution. Sur le prix de la solution. Sans compter le temps de gain en investigation qui est plus dur à mesurer, mais le temps que l'on fait gagner aux gestionnaires, parce qu'on est aussi, on a à la fois une brique d'analyse donc pour la détection et aussi un outil d'investigation. On peut aller inspecter la structure du document, la structure du PDF de façon visuelle et simple à utiliser. Et ça permet aux gestionnaires de gagner énormément de temps sur le traitement des documents et l'analyse des documents. Ok. Bon, bah, du coup, on voit bien très clair sur ce que vous faites, sur le produit, sur ce que ça peut faire gagner. Et alors, le début de l'aventure, ça démarre quand et comment ? Alors, ça a commencé par un concours qui était organisé par des banques pour lutter contre la fraude à la facturage. Et donc, la facturage, c'est tu te fais avancer ta facture auprès de ta banque, les factures de tes clients qui vont te payer dans 3 mois. Et en fait, il y a certaines entreprises qui se font avancer la facture auprès de plusieurs banques. Et en fait, plusieurs affactureurs. Ouais, exactement. Et on avait commencé à faire une solution pour lutter contre la double mobilisation à la facturage. Et en fait, on a gagné ce concours-là. Et en discutant avec les différents acteurs, on s'est aperçu que leur premier problème, c'était la fraude documentaire, les faux documents, les fausses factures. Et c'est en partant de ce constat-là, on a vu qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, qu'il n'y avait pas grand monde sur le marché, sur ce créneau-là. On s'est dit... Comment vous êtes arrivé à cette conclusion ? Parce que finalement, des gens qui vont frauder en soumettant une facture à plusieurs affactureurs, la facture, en général, j'imagine qu'elle est bonne. Elle est bonne, ouais. Il y en a qui envoyaient des fausses factures. factures. Oui, il y en a eu aussi. Il y a justement un de nos investisseurs qui est l'ancien directeur commercial de Eureka, qui a fait faillite justement à cause de fausses factures à la facturage là-dessus. Et du coup, en discutant avec ces différents acteurs, on s'est aperçu qu'il y avait un énorme marché là-dessus, parce que c'est du coup applicable à toutes les entreprises qui reçoivent des documents, donc quasiment toutes les entreprises. Et que la technologie commençait à être suffisamment mature pour qu'on puisse faire quelque chose. Donc on a commencé à faire un petit POC on a commencé à faire un petit prototype avec mes associés, avec 2000 faux documents qu'on avait fait nous-mêmes, pour voir si vous aviez fabriqué 2000 faux documents vous-même ? Exactement. Et du coup, vous les fabriquiez manuellement un à un ? On a demandé à nos potes, on a fait un peu d'automatisation. Et on a vu qu'il y avait quelque chose à faire, que sur le marché, il n'y avait rien qui existait sur ce domaine-là. Donc on a vu qu'on pouvait faire quelque chose. Donc là, on s'est dit qu'on allait se lancer là-dessus. Et ensuite, on a pour nos premiers datasets, on payait des étudiants en junior entreprise, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un étudiant pour aller falsifier des documents. Et parce que c'est les meilleurs, ils sont un peu filous là-dessus. Et donc au fur et à mesure, on a constitué un dataset de plus de 100 000 documents, avec le document original, le document falsifié, et ça permet d'entraîner tous nos algorithmes dessus. Vous avez collecté combien tu disais 100 ? Plus de 100 000 documents actuellement. Ouais. 100 000 documents. C'est quelque chose que vous continuez d'investir et de demander à ce que des étudiants... Enfin, c'est quoi vos sources
Vos sources de documents falsifiés nouvelles? En fait, on essaie de leur donner le moins d'instructions possible sur la façon de falsifier. Nous, on veut juste savoir le document original et le document falsifié, savoir comment ils ont fait, mais on laisse totalement libre la façon de faire et le type de document. Comme ça nous permet d'être le plus généraliste possible. Parce que la grosse force de Finovox, c'est d'être applicable à tous les types de documents. Et ça va nous permettre aussi le jour où on est déjà à l'international, mais pour s'étendre beaucoup plus à l'international, ça va être beaucoup plus simple parce que là, tu me donnes actuellement une facture en japonais. Comme c'est la structure informatique du document qu'on regarde et pas le contenu en lui-même du document, on est déjà applicable sur tous les types de documents et tous les... Vous regardez pas du tout le contenu? Alors, c'est comme je te le disais tout à l'heure, on commence à faire de l'analyse de cohérence depuis très récemment, mais ce qui n'est pas du tout le cœur de la tech de Finovox, parce que l'analyse de cohérence, il y a déjà d'autres acteurs qui le font, qui le font bien. Mais l'analyse de cohérence, c'est beaucoup plus spécifique par pays et par type de document. Ouais, si tu veux être cohérent. Bon, sur les sommes, on peut y arriver, mais s'il y a des lois, des taux, des machins, c'est. Les fiches de paye françaises, par exemple, nous donnent beaucoup de travail sur la compréhension du sujet. Et j'ai vu qu'ils voulaient encore changer récemment le format des fiches de paye. Donc ça va nous faire un petit travail d'adaptation le temps de la transition. Ouais, c'est sans arrêt. Et du coup, ma question, c'est vous continuez à demander à des tiers de vous fournir des documents falsifiés? Alors on essaie de le faire au moins une fois par an, de récupérer un nouveau batch de documents, parce que les logiciels sont mis à jour, les méthodes de falsification peuvent être mises à jour aussi. On n'en est pas encore là, mais d'ici 2 ans, avec l'IA générative, tu pourras commencer à faire des pièces... de toutes pièces cohérentes et extrêmement bien faites. Pour l'instant, on le voit pas énormément encore dans les méthodes de fraude qui apparaissent, mais c'est le genre de sujet qu'on surveille qu'on surveille beaucoup pour être à l'affût dès que ça sortira. L'objectif, détecter qu'un document a été généré par une IA générative. Exactement. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on voit dans les méthodes de fraude classiques. C'est les méthodes avec de logiciels classiques. Par contre, vous avez déjà un ou deux coups d'avance, quoi. Ouais, ok. On essaye. Vous essayez. Ok, ça marche. Et du coup, sur les démarrages, moi, les démarrages je l'ai vécu personnellement, le démarrage d'une boîte. Avec peu de moyens au démarrage, tout ça. Bon, ça a démarré comment, vous votre garage à vous, c'était comment? Alors, c'était vraiment passionnant parce que c'est vraiment de l'exploration et en fait, tu dois partir un petit peu dans tous les sens pour, sur 20 essais, essayer de trouver la méthode de détection qui va te changer la solution. Et on dit souvent qu'une startup doit se confronter à son marché très très rapidement pour pouvoir itérer facilement et savoir s'il y a un besoin du marché. Nous, malheureusement, c'était compliqué de le faire parce que pour développer la technologie, il a fallu beaucoup d'investissements, créer un dataset suffisamment conséquent pour avoir quelque chose de mature et de vendable. Donc en fait, on est resté pendant une bonne année à coder dans notre coin, à essayer de se confronter au marché avec ce qu'on avait. Mais pendant une année, c'était vraiment de la R&D pure, sans aller se confronter au marché. Et c'est vrai que parfois, ça peut être très compliqué d'avoir zéro retour sur la façon dont il faut adapter le produit, la façon dont il faut le présenter. Ah, le produit market fit, vous ne saviez pas, quoi. On n'avait aucune idée. C'est qu'on s'est lancé sans savoir, sans l'avoir validé, et en fait, parce qu'on était obligé d'avoir une technologie qui fonctionne avant de pouvoir le faire. Et du coup, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la première année, vous faites de la R&D, mais vous êtes à 100% sur le projet, vous êtes à temps partiel, vous fonctionnez comment là, sur quel fond? Alors, on a commencé sur nos fonds personnels, qui sont très très vite partis en frais de serveur et d'entraînement des modèles. Et donc on a fait du freelance à côté, en parallèle. Donc c'était plutôt temps plein sur la boîte et freelance sur le temps libre le soir pour financer les frais de R&D de la société. Donc ça a duré pendant quasiment un an où on faisait freelance plus R&D sur le produit. D'accord, bon, il y avait la première année des grosses semaines, quoi. Ouais. On voit encore maintenant. Ouais. Encore maintenant. Ok. La première année, c'est quoi? C'est 2019? C'était 2019-2020. Ouais. Et ouais, c'était parce qu'il y a les confinements entre les deux, donc c'était un peu sportif tout ça. Alors, c'est quoi les grandes étapes là, que tu dégages de cette aventure?
Les grandes étapes. De développement, quoi. Entre tu vois, la première année, c'est. La première année, c'est le garage, on a deux jobs, on voit pas le jour, jusqu'à... Bah oui, tu me disais ça off record, aujourd'hui, ce matin même, du jour où nous enregistrons, grande nouvelle, vous avez reçu le dépôt de fonds de votre levée de fonds, quoi. Exactement. On vient de clôturer notre 3e levée et 1 heure avant que j'arrive, là, on a reçu la confirmation qu'on avait reçu les fonds. Donc, vous avez l'exclusivité ici. On a bouclé notre 3e levée de fonds aujourd'hui. Ok. Donc, on est vraiment très contents. Ça va nous permettre d'accélérer à la fois dans la R&D et à la fois dans la commercialisation. Et donc, du coup, pour répondre à ta question sur les grandes étapes, ouais. donc c'était, il y a eu 1 an de recherche de R&D sur nos fonds perso. Ensuite, on a fait une première levée de fonds en 2020 pour financer la R&D en accélérant, en créant le dataset. On a fait une 2e levée de fonds il y a 1 an et demi pour recruter des commerciaux et commencer à vendre la solution. Donc on a passé 1 an Enfin, ça fait un peu plus d'1 an maintenant que la solution est en vente est disponible et live pour les clients. Là, cette année, du coup, on a validé notre produit de market fit. On voit qu'il y a de l'attraction. Nos clients sont contents. En plus, on a du recul sur les usages, sur la satisfaction des clients. Donc, on est vraiment très contents. Ouais, je suis je sais pas si c'est des chiffres en 18 mois. Là, vous arrivez à quel niveau de chiffre d'affaires mensuel? Pour le chiffre d'affaires, on préfère pas partager les chiffres, mais on a une 40aine de clients. Ouais. On a une 40aine de clients et dans beaucoup de secteurs d'activité. Donc, pour te faire un petit résumé des secteurs d'activité, donc ta banque. Tu veux dire que tout le monde a des feuilles de paye? Quand tu veux dire que toutes les boîtes. C'est exactement, exactement. Et feuilles de paye, factures. Et donc, on a des clients en assurance, en banque, dans l'immobilier, dans les RH, justement. Donc on a pu valider les différents secteurs d'activité pour lesquels la solution de Finovox est applicable. Donc on est très content. Ok. Et alors toi, au fil de ces étapes, ton rôle dans la boîte, je pense aujourd'hui, a priori dans les casquettes avec tes autres associés, tu as plutôt le rôle tech. J'imagine plutôt développeur temps plein tout seul au démarrage. Aujourd'hui CTO, ça a évolué comment à la fois ton rôle, éventuellement les difficultés que tu as eues dans l'évolution de ce rôle? Exactement. C'est la façon dont on a dû travailler chez Finovox, particulièrement au début de la R&D, c'est qu'on ne peut pas travailler avec une organisation classique comme une boîte SaaS classique où tu as beaucoup de features à développer, de fonctionnalités à développer. Là, c'était énormément de R&D où tu sais pas à l'avance combien de temps tes sujets vont te prendre, tu sais pas à l'avance si tu vas y arriver ou pas. Le but du jeu, c'est de tenter le plus de choses possible, le plus rapidement possible, et voir ce qui fonctionne. Donc, c'était... Ah ouais, vous visez pas des... comment dire, vous visez pas des use cases particuliers Au début, non. C'était vraiment de la R&D pure, où comment il faut sentir où est-ce qu'il faut aller, essayer de comprendre comment fonctionne un document, et c'est vraiment du... Je tente des choses, et t'as des solutions qui... où en le faisant, tu te dis « Ah ouais, je suis super malin, tu fais un truc super compliqué et tout, et ça donne rien du tout. » Et parfois, t'as des solutions qui paraissent idiotes comme ça, et qui sont extrêmement efficaces. Tu vois, par exemple, une des choses qui nous a beaucoup aidé au début, c'était on prenait la structure d'un PDF, on la convertissait en texte, on entraînait un NLP dessus pour savoir si le document était vrai ou faux. Alors on n'avait aucune explicabilité dessus, ce qui est quand même un des gros enjeux pour nos clients, mais cette solution-là qui est bête et méchante, c'est vraiment hyper simple à faire, est extrêmement efficace. Donc après on a dû travailler plus dessus pour comprendre pourquoi le document était faux, mais pour les débuts, quand tu fais des démos avec tes premiers prospects et tout, en fait tu as une solution en détection, ça marche très bien.
sans explicabilité, mais c'est une méthode. Et aujourd'hui, tu sais pourquoi ça marche ? Maintenant, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé. C'est quelque chose que tu peux expliquer ou pas ? Et en fait, on utilise beaucoup de machine learning pour la détection, donc c'est très bien pour expliquer. Mais en fait, derrière, on doit faire à la fois de l'explicabilité et aussi identifier la zone qui a été falsifiée. Et pour identifier la zone falsifiée et expliquer, surtout quand tu dois expliquer à des clients qui ne sont pas forcément très orientés informatiques, c'est beaucoup de travail. Et là, c'est plus des règles métiers classiques. Donc en fait, c'est le machine learning qui nous permet de trouver tous les documents où il y a une falsification. Ensuite, on isole ces documents-là. On se dit, OK, si la machine a trouvé quelque chose, on peut aller creuser à la main de pourquoi le document a été falsifié. Et après, à partir de ça, tu inventes des règles pour expliquer. Et ça a été le gros enjeu pendant très longtemps, c'est de pouvoir expliquer pourquoi le document est faux. Parce que tu as certains clients, ça ne les intéresse pas de savoir pourquoi, mais par exemple, quand tu es un assureur et que tu dois ne pas rembourser un client, il doit donner des explications. Ouais. T'inquiète pas, c'est l'algorithme qui l'a dit, c'est pas suffisant comme argument pour pas rembourser. Donc faut pouvoir l'expliquer là-dessus. Et donc ça, c'était la première grande étape de Finovox. Et là, depuis un an maintenant, Du coup, comment t'organises tu disais, voilà, c'est une spécificité. J'ai construit une équipe et on fonctionne pas en mode projet, on fonctionne en mode R&D. Donc du coup, en termes de choix d'orga ou de choix de management ou de choix de méthodo, ça influe sur d'autres choix forts, du coup. Comment t'as organisé ça ? Alors, déjà, première chose, c'est avoir une équipe assez réduite, parce que comme c'est de la R&D, il faut avoir beaucoup de feeling et de savoir. Enfin, c'est très compliqué de savoir si la personne est efficace ou pas. Donc on a été pendant longtemps une équipe réduite de 4-5 devs à chercher des méthodes dans tous les sens, de comment est-ce qu'on pouvait détecter. Et moi, mon rôle là, c'était surtout, en plus de faire de la R&D, c'était surtout de mettre en place un cadre où ils puissent tester un maximum de solutions le plus rapidement possible pour accélérer la R&D. C'est tous les petits freins que tu peux avoir dans la vie de tous les jours, de quand tu dois lancer un entraînement d'un modèle ou tu dois faire énormément d'actions avant. On les a réduits au minimum. Et du coup, ça nous permet quand on veut tester un nouveau algo de détection, d'être extrêmement rapide. Et aussi, ce qu'on fait par exemple, c'est que l'onboarding des nouveaux devs, on leur donne aucune info. C'est-à-dire, tiens, voilà 5000 documents, il y a des vrais défauts, tu te démerdes. Ça permet d'avoir une vision nouvelle, parce que nous, parfois on a un peu la tête dans le guidon, et d'avoir une vision nouvelle sur comment est structuré un document. Et très souvent, en arrivant, tu as des personnes qui trouvent des nouvelles solutions sur lesquelles on n'avait pas pensé, et qui, une fois que tu y penses, c'est évident, mais tant que tu n'as pas l'info, c'est... Et donc chez vous, il y a l'onboarding volontairement, c'est en tout cas pour les devs qui font de la R&D, pas d'onboarding quoi. Exactement. Après, forcément, on leur explique comment fonctionne la stack et compagnie, mais pour la R&D pure, on n'explique rien, parce que sinon ils vont être directement dans notre moule, alors qu'il y a pas besoin, il y a des nouvelles solutions. On trouve encore maintenant des méthodes de détection qui sont évidente a posteriori, mais tant que t'as pas l'info, tu peux pas la... Et quand t'as le nez dans le guidon, tu vois plus. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai pour la partie R&D depuis très longtemps, où tu laisses un cadre énorme tout en facilitant et en enlevant tous les micro freins. C'est plutôt sur l'outillage alors. Oui, sur l'outillage. Du coup que tu et du coup, sur la partie purement produit et fonctionnel, maintenant, on fonctionne un peu moins comme ça. On est un peu plus cadré parce que c'est des choses que tu peux pricer en termes de temps. C'est-à-dire que... Quand tu parles de produit, c'est la solution SaaS où ton client va se connecter, va uploader des documents, va cliquer sur le bouton en disant... Exactement. En fait, est-ce qu'il est faux ou est-ce qu'il est vrai Exactement. C'est plutôt l'interface d'administration. Le front-end, là, on peut beaucoup plus pricer en termes de temps le temps que ça va prendre. Et pour ça, on a notre responsable produit qui est exceptionnel parce qu'il a commencé en tant que dev chez nous, donc il connaît parfaitement bien la tech. Donc il comprend tous les enjeux et il sait qu'est-ce qui peut être
long à faire, qu'est-ce qui est facile à déterminer en termes de temps. Et il gère très bien la roadmap parce qu'il sait si ça fait partie de la R&D ou de fonctionnalités simples, hein, où on n'a pas de doute sur le fait qu'on pourra la mettre en place. Ok, il y a d'autres choix forts en termes d'orga, d'onboarding, On essaye de laisser les gens faire leurs erreurs eux-mêmes. Donc, s'ils le font dans leur cadre, c'est-à-dire que c'est verbalisé, ça? Ouais. C'est que c'est verbalisé à l'onboarding? Non, pas l'onboarding, parce qu'à l'onboarding, ils ont rien. Ils ont rien. Mais on a organisé la stack technique de façon à ce qu'ils savent exactement là où ils peuvent toucher en prenant des risques et en prenant des innovations, en innovant sur la stack, et là où il ne faut pas toucher. Là, on ne fait pas de compromis, c'est sur la sécurité, bien entendu. Donc là, s'ils veulent faire des modifications, il va falloir qu'on en discute un peu. Mais sinon, sur les modèles de détection pure, on a les tests automatiques qui passent. Le modèle, il est dans sa sandbox, entre guillemets, dans son cadre, entre guillemets. Donc, il risque pas de faire de gros dégâts. Donc, on a tendance à laisser énormément d'autonomie là-dessus, quitte à ce que les gens se plantent et qu'ils apprennent. Et quand tu disais sur la partie sécurité, on fait pas de compromis. Qu'est-ce que t'as mis t'as mis des choses. Il y a quoi en fait en place et qu'il faut. Déjà, on stocke pas les documents de nos clients. Ouais. Donc ça simplifie énormément le sujet, parce qu'en fait, les clients nous envoient les documents, on traite, on renvoie la réponse. Et si les gens utilisent la plateforme, la réponse est stockée dans le front-end, dans le navigateur, dans le cache du navigateur. Donc ça simplifie déjà énormément les discussions avec les clients sur les questions de sécurité et de conformité, parce qu'on ne stocke rien. Et cette partie-là, c'est la seule partie où il y a zéro liberté sur la façon de faire. Parce que c'est un fort et pas loin d'être définitif. Exactement. Quoi. Mais sur tout le reste, on est beaucoup plus lax, et l'erreur est quelque chose qui est pas valorisé, mais presque, parce que on est obligé d'innover, de trouver de nouvelles méthodes de détection. Donc tu peux passer une semaine à faire un truc, et puis en fait tu t'aperçois que la détection ne sert à rien. Tout comme il faut avoir aucun problème si tu as quelqu'un qui a développé une techno open source, on en parlait tout à l'heure, qui est mieux que la tienne, et c'est pas grave, tu as perdu 3 semaines de taf, tu le mets à la poubelle, tu prends le nouveau truc. Et puis, Vous utilisez, sur les outils open source que vous utilisez, il y a des choses vous utilisez quoi? Il y a des choses que tu peux dire? Ouais. Moi, les outils classiques de machine learning, TensorFlow, PyTorch, Keras, c'est tout. On utilise aussi quelques outils qui sont moins utilisés, mais des outils de AutoML. Donc c'est du TensorFlow, du PyTorch automatique, où en fait tu mets juste tes features de ton document en entrée, et à la sortie tu mets le label de est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il est faux. C'est des solutions qui marchent moins bien qu'un PyTorch ou un TensorFlow vraiment amélioré. Mais en fait, t'as pas de souci à l'architecture de ton modèle d'IA. Donc tu gagnes énormément de temps, parce que ce qui est vraiment le plus important, c'est les features que tu mets dans ton modèle, c'est pas le modèle en lui-même. Donc on préfère prioriser le fait que les personnes trouvent des features, et des features efficaces, plutôt que l'architecture en elle-même du modèle, qui va te permettre de gagner 1 ou 2% de précision, alors que c'est pas le sujet, alors que sur tes features tu peux gagner beaucoup plus de façon plus efficace. Pourquoi tu dis que 1 ou 2% de précision, c'est pas forcément le sujet par rapport aux features? C'est-à-dire que tes features, si ton modèle par exemple fait par exemple, 50% détecte 50% de ton dataset, le 1 ou 2% par rapport à ta feature qui peut te faire gagner 20 ou 30%, en proportion. C'est l'épaisseur du trait, quoi. C'est l'épaisseur du trait. Et du coup, ça permet de basculer peut-être sur une question justement sur la précision de vos modèles, quoi. Grosso modo, c'est quoi la proportion de faux positifs, par exemple? Est-ce que vous savez, est-ce qu'il y a des faux positifs? C'est quoi leur proportion? Comment vous améliorez là-dessus? Et est-ce que vous savez mesurer la proportion de documents que vous ne détectez pas? Du coup, le 100% est... Alors, sur nos datasets, on essaye de rester en dessous de 1,5% de faux positifs.
Le problème, c'est que dans la vraie vie, t'as pas le label, t'as pas l'info. Donc là, pour essayer de mesurer ces chiffres-là. Sur vos documents que nous, on a vous l'info. envoyez, vous Ces êtes documents, 1,5% de faux positifs. exactement. Ok. Pour 60-70% de détection. Dans la vraie vie, t'as pas le label. Donc tu sais le nombre de documents que tu as trouvé comme faux et qui étaient vraiment faux, mais tu sais pas ceux que tu as laissé passer. Et parfois même tu sais pas si le document est vraiment faux ou pas, si t'as pas beaucoup d'explicabilité. Et en fait, ça dépend. Ton taux de faux positif va dépendre énormément de la population de faux dans sur une détection de positif, vous mettez un indicateur de. Enfin, grosso modo, tu me dis, voilà, si on est capable d'expliquer, plus on est capable d'expliquer, plus c'est sûr, quoi. Ouais. Grosso modo, vous dites, ah tiens, là c'est un document foireux, mais je suis sûr à 99,9% ou je suis sûr à 50%, faut aller quand même regarder, quoi. Alors on renvoie pas de score parce que ça amène plus de questions qu'autre chose, même si on a un score en interne, mais nous on renvoie pas de score à notre client, on renvoie juste 3 niveaux, high, medium ou low, 3 niveaux D'accord, ok. de détection, et après c'est en fonction des explications qui sont fournies avec, tu vois, si ta fiche de paie elle sort de Photoshop, bon là c'est évident, c'est évident que c'est un faux. Mais quelquefois, tu as certaines factures qui peuvent sortir de petits artisans qui font pas ça dans une facture de compta. Donc les petits artisans, est-ce que le Word, tu considères ça comme un faux? Après, ça peut être sujet à interprétation. Et tu as aussi le gros sujet sur les faux positifs, c'est que ça dépend de ta population de faux documents dans ton dataset. C'est que tu as certains secteurs d'activité qui sont très fraudés. Donc forcément, ta proportion de faux positifs diminue énormément. Et certains secteurs qui sont pas du tout fraudés, donc tu vois, on va en proportion plus de faux positifs. D'accord. Mais c'est très dur d'avoir des chiffres. Et quand tu disais j'ai pas de label, vous avez pas vos clients vous proposent pas de vous faire un feedback eux sur. Ils ont pas forcément le label. Ils n'ont pas forcément l'information. Ils n'ont pas forcément l'information. Alors, nous, on ne s'entraîne pas sur les données des clients. C'est-à-dire que le document, on le reçoit, on fait passer nos algos dessus, on renvoie la réponse et on le supprime. Alors, parfois, il arrive ponctuellement que certains clients nous disent « Ah, ce document-là, vous ne l'avez pas détecté. Tenez, là, il y a une erreur à tel endroit sur la fiche de paye. » Et là, on va pouvoir ajuster nos algorithmes, mais on ne s'entraîne pas sur les données des clients. Donc, c'est tout le sujet de savoir en run, est-ce que tu es dans la même performance que sur ton dataset. Ok. Tout à l'heure, on parlait des étapes. T'en as parlé de quelques-unes. Mais du coup, à partir de demain, il y en a une nouvelle, quoi. Exactement. C'est quoi la nouvelle étape, les nouveaux challenges des... Grosso modo, j'imagine 18 mois à venir, 12 à 24 mois. Oui, je pense qu'on va partir plus sur 24 mois. Donc on a, comme je te disais, on a levé 3 millions, du coup on a reçu l'argent aujourd'hui. Ça va être réparti en 2 parties. Donc une première moitié, ça va être pour la tech et la R&D pour améliorer, toujours être au top de la détection et faire des améliorations sur le produit, parce qu'on s'est focus pendant longtemps sur la R&D pour avoir le meilleur produit possible. Et je pense que maintenant, on a sûrement en termes de détection le meilleur du marché. Et on va travailler maintenant sur la partie produit aussi. Et l'autre moitié, ça va être pour accélérer la commercialisation, commencer à s'internationaliser un petit peu. Et voilà. S'internationaliser. En fait, on commence déjà à avoir des clients à l'étranger. Ouais. Mais c'est pas une volonté propre de notre part de partir directement à l'international complètement. Mais c'est des opportunités qu'on a parfois. Ouais, si tu adresses un groupe bancaire, par exemple, exactement. À un moment donné, il y a des établissements, des filiales qui sont pas qu'en France, quoi. Exactement. Et du coup, pour toi, ça va comporter quel challenge sur le produit? T'as donné une petite piste sur le fait que vous étiez un peu au tout début plutôt au début de la partie analyse de cohérence. A priori, le produit sur l'analyse de la structure informatique de documents était assez poussé. Il y a l'analyse de cohérence. Est-ce qu'il y a d'autres axes alors, que vous envisagez? L'analyse de cohérence, ça va être presque... moi, je le vois presque comme du produit, parce que c'est quelque chose qui est long à faire, mais c'est tu sais que tu vas y arriver, quoi qu'il arrive, de comparer 2 numéros sur une fiche de paye ou quelque chose comme ça, tu sais que tu vas y arriver, et le temps que ça prend est très mesurable.
Donc c'est presque pas de la R&D. C'est pas de la R&D. C'est presque pas de la R&D. C'est vraiment on considère comme du produit presque. Mais du coup, c'est toi qui gères ça. Oui. Et moi, Enfin, et avec notre responsable produit qui oriente la roadmap là-dessus. Mais du coup, côté technique, équipe de dev, recrutement de l'équipe de dev pour. Mais plutôt, tu le ranges effectivement côté produit. Côté produit, quoi. Ouais. Ok. Parce que c'est quelque chose qui est. En fait, c'est. Oui, c'est de la règle métier, quoi. C'est de la règle métier et c'est quelque chose qu'on savait qu'on allait faire un jour, mais on voulait se prioriser d'abord. Là, on avait énormément de valeur ajoutée sur un produit scalable et différenciant des autres acteurs. Parce qu'il y a déjà d'autres acteurs qui font de l'analyse de cohérence. Donc là, on le développe à côté, entre guillemets, mais vraiment notre grosse efficience, c'est sûr. Donc, par contre, sur l'analyse de cohérence, le sujet, c'est quel type de contenu vous analysez, quelle règle métier. Enfin, le sujet, c'est la priorisation, quoi. Quel contenu on check d'un point de vue cohérence, quoi. Bah, exactement. Et c'est là, pour le coup, on travaille beaucoup en collaboration avec nos clients qui connaissent en général mieux le métier que nous et qui vont nous dire, nous, on regarde souvent ce check-là, on voit que c'est quelque chose qui est très souvent fraudé et tout. Et comme nous, à implémenter, c'est rapide et que c'est quelque chose qui va être utile pour tous les autres clients du secteur, là, on n'hésite pas à le faire, comme on en parlait tout à l'heure, sur la priorisation de... Est-ce qu'il va y avoir d'autres axes de travail, R&D ou projet, que ça va permettre d'avancer ? Là, c'est les deux gros sujets. Ouais. On a quelques projets en tête qui sont pas encore très définis, mais je pense qu'on aura sûrement quelque chose à tester. C'est-à-dire que ce qui manque actuellement, c'est parfois tu vois certains documents, c'est un faux positif et tu comprends tout de suite pourquoi c'est un faux positif. Et en fait, tu as le bon sens humain qui est directement là. Et là, on commence à atteindre un niveau de technologie où le bon sens humain, tu peux quand même commencer à l'automatiser, entre guillemets, sur une bonne partie des trucs. Et on est en train de voir avec les LLM si on n'a pas quelques trucs à faire pour limiter les faux positifs sur, par exemple, la personne qui va rajouter... en fait, comme on voit les modifications sur les documents, si quelqu'un rajoute à la main... document envoyé le tel jour, en fait ça va sonner parce qu'on va dire ce truc là a été rajouté après, ce qui est techniquement vrai, mais c'est pas une fraude, c'est juste une information qui a été rajoutée a posteriori. Et on est en train de chercher des solutions là pour ce truc là qu'un humain va dire c'est un faux positif. Ça c'est ça pour vous, chez vous, c'est détecté enfin techniquement c'est une trace, oui, c'est une altération du document, numérique du document, donc ça va sonner. Et que pour l'instant les algos ont pas de bon sens où tu fais oui, le mec il a dit c'était genre payez-le et tel jour ou envoyez à telle personne et tel jour. En fait tu sais que c'est pas une fraude, c'est juste quelque chose qui a été rajouté. Et là-dessus, on est en train de voir si on peut pas automatiser une partie du bon sens humain avec les règles métiers pour limiter au maximum les faux positifs. Parce qu'une date changée, t'es sûr que c'est... Enfin, une date changée sur une facture, tu te doutes bien que c'est souvent quelque chose de frauduleux, une date ou un montant. Mais quelquefois, t'as des petites phrases qui sont rajoutées ou des trucs où tu fais... Okay. Il y a d'autres trucs un peu triviaux comme ça qui génèrent du faux positif chez vous et qui sont le bon sens, quoi. Mais en fait, ça rend les choses compliquées. Tu peux probablement pas tout dire, mais les trucs un peu basiques que tu vois tout le temps... c'est principalement ce genre de truc. C'est principalement ça. C'est des choses qui ont été rajoutées innocemment. Ou par exemple, et je suis le premier à le faire, c'est les filigranes sur les pièces d'identité. En fait, tu rajoutes un filigrane pour éviter l'usurpation d'identité, par exemple, quand tu cherches un appart. Ce qu'a proposé de mettre à disposition, il y a un site du gouvernement. Du gouvernement qu'ils ont mis en place récemment. Et c'est typique ce genre de truc où nous, ça peut très souvent faire sonner les voyants parce que du coup, techniquement, ton document il a été modifié. Et c'est sur ce genre de sujet-là qu'on travaille aussi pour éviter les modifications innocentes qui peuvent... D'accord. Bon, ça fait toucher un peu du doigt quand même la complexité du truc. Pourquoi le LLM la technologie LLM te permet d'adresser cette problématique ? Parce que je
pense qu'on arrive à un niveau là maintenant, ou même sur les LLM que tu peux faire tourner en local sur tes machines, où tu peux lui donner les règles métiers et lui peut te dire bah non, là c'est un filigrane, c'est évident. Tu vois. Et tandis que toi, si tu veux automatiser la détection de tous les filigranes, ça va être compliqué parce qu'ils sont tous différents ou ça peut être autre chose. Là, tu lui dis bah tiens, j'ai ce document là, il y a ça qui a été falsifié. Est-ce que t'en penses quoi? Voire même après, on pourra rajouter auprès de nos clients, leur demander les règles métiers et qu'est-ce qu'ils voient souvent passer. D'accord, ok. Je vois le truc. C'est un projet un peu plus long terme, mais Ouais. on a des petits trucs dans les cartons. Donc, Et ça amène peut-être à votre. Je crois que stack technique, bon, tu as parlé un petit peu des frameworks open source, mais voilà, de manière générale, c'est quoi l'outil stack que vous utilisez, spécificité de votre stack? on essaye de faire j'essaye tous les jours de faire la stack la plus simple possible pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que ça accélère énormément les temps d'onboarding, les temps de déploiement, et ça permet de gagner énormément en efficacité sur beaucoup de sujets. Parce que j'ai vu dans le passé, dans ma carrière, des stacks avec des services partout, dans tous les sens, où tu sais plus où tu en es sur différents repos. Là, on a tout qui est dans un seul repo, tout qui est déployé en même temps au même endroit et tout, et c'est extrêmement simplifié. Et sur le plus long terme, avoir une stack simple, ça permet de limiter les risques de sécurité. Parce qu'on le voit beaucoup de... Tu as parlé de repo, mais qu'est-ce que tu appelles une stack simple au-delà des repos? C'est-à-dire très très peu de microservices dans tous les sens. Le gros de l'infra est dans un seul et même conteneur. Et du coup, tu sais exactement où sont les bouts de code sensibles où il faut faire attention, où sont les informations confidentielles, où elles sont stockées. Et ça t'évite sur le long terme En fait, on voit beaucoup de failles de sécurité qu'il y a eu dans beaucoup de grands groupes. C'est qu'en fait, on se retrouvait avec une architecture où tu n'avais plus personne qui maîtrisait l'ensemble de la stack. Alors, j'ai bien conscience que sur le long terme, ça va se complexifier. On n'aura pas le choix. Mais le limiter au maximum, ça permet de limiter aussi les risques de sécurité parce que tu sais exactement où sont les choses, tu sais exactement qu'est-ce qui est critique et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et tu peux le voir. Et ça nous permet aussi, au jour le jour, de développer beaucoup, beaucoup plus rapidement. Et ça passe par plein de choses. C'est-à-dire que le fait d'avoir un seul conteneur où tu as tout qui tourne et qui est déjà préinstallé, c'est que pour onboarder quelqu'un, c'est 2 clics sur GitHub, ça t'ouvre un conteneur virtualisé qui tourne même pas sur ta machine, donc t'as pas de problème de performance, t'as pas de problème de j'ai pas les bonnes librairies et tout. Et ça démarre et t'as ta stack qui est prête. Finalement, il n'y a pas besoin d'onboarding. Il n'y a pas besoin d'onboarding. Ok. Est-ce que donc simplicité de la stack. Est-ce que d'un point de vue, vous êtes pris des murs quand même? Il y a eu des échecs, enfin des difficultés, je sais pas, d'un point de vue. Tu avais déjà fait du management avant Finovox, du recrutement? Est-ce que c'est des choses où il y a eu des remises en question, des zones d'inconfort? Il y en a tous les jours, et c'est normal. Non, le recrutement, c'est très très compliqué. C'est très compliqué. Et pour l'instant, je n'ai pas encore réussi à trouver de pattern entre la première impression que j'avais eue et ce que ça donne aux premiers entretiens et l'outcome. Il y a eu des moments où j'ai eu des très très bonnes surprises vraiment impressionnantes et d'autres moments extrêmement déçus alors que tu te dis ça va être la super personne. Donc j'ai pas encore réussi à identifier des patterns. Ça fait partie des enjeux qu'on a sur le long terme quand on va commencer à scaler. Parce que du coup le process là, de recrutement, c'est quoi? C'est un entretien avec toi? C'est 2 entretiens en général. C'est un premier entretien avec des devs et ensuite c'est avec moi et Marc, le CEO. Vous êtes deux, tous les deux, chaque personne qui rentre dans la boîte, vous voit tous les deux, quoi. Ouais. Tu testes techniquement, toi, ou pas? Non, je pose des questions pour voir comment la personne réfléchit, mais je fais pas de test technique. Je pose des questions techniques, voir comment la personne se comporte, si elle sait de quoi elle parle, si elle a juste répété concrètement. Mais les tests techniques, on n'a pas... Et sur le premier entretien, il
Il y a un pattern, une scorecard, un test ou non, c'est un échange avec l'équipe. Beaucoup en échange, surtout. Enfin, jusqu'à maintenant, comme on a été une équipe très réduite, c'est, enfin, l'humain et la façon dont tu t'entends avec les gens, c'est là où ça. Enfin, c'est quand même le plus important. Et après, le, c'est la façon de travailler. Il faut savoir. En fait, tu essaies de voir si la personne est capable de travailler en autonomie, si elle a pas peur d'être livrée elle-même, parce que c'est quand même beaucoup ça quand tu fais de la R&D. C'est que tu sais pas où tu vas. Aujourd'hui, R&D et projet, du coup, c'est quoi la répartition de tes équipes? C'est t'as moitié des effectifs sur la R&D ou c'est quasiment C'est tout? moitié-moitié. Ouais. C'est moitié-moitié. Parce que du coup, c'est pas les mêmes profils, les mêmes attentes, les mêmes modes de fonctionnement, quoi. Non, non. C'est la partie projet est beaucoup plus cadrée, timelinée, contrairement à la R&D où t'es obligé d'avoir un peu de chaos pour pouvoir faire émerger des bonnes idées. Et donc tu disais, ouais, t'as déjà eu des bonnes impressions et des déceptions Ouais. à la fin et inversement des impressions moyen plus et ça s'avère être top, quoi. Ouais. Ça a été il y a eu des ouais, comment tu le gères quand il y a une déception justement, t'as déjà dû te séparer de personnes, j'imagine? En fait, comment tu le gères, c'est jamais une décision simple, mais en fait, à notre niveau, t'as pas le choix pour de prendre ce genre de décision, et que de toute façon, en fait, t'es pris dans le flow du travail des différents trucs et que t'as pas le temps d'y penser beaucoup plus que ça. Ok, tu procrastines pas ce type de décision? Non. Ok. Et c'est pas facile de pas procrastiner ce type de décision en vrai. En fait, c'est plus. Je mets du temps à m'apercevoir de certaines choses. Et une fois que tu t'en as. Mais c'est le temps de t'en apercevoir, de le verbaliser, mais une fois que c'est verbalisé, c'est le cas. Mais après, tu peux mettre du temps avant d'apercevoir de certaines choses. Ok. Surtout sur des sujets de R&D où tu sais pas. En fait, tu cherches, mais tu sais pas si tu vas trouver. Ça peut prendre du temps. C'est très dur de faire la différence entre est-ce que c'était qu'il y avait rien à aller trouver là-bas ou est-ce que c'est. Et bon, là, du coup, vous allez rentrer plutôt dans une période où ça va scaler, plutôt une phase de recrutement. Dans un an, vous êtes combien? Là, actuellement, on est une bonne vingtaine. Donc, je pense que dans un an, on va être 30-35. 30-35. Ok, bon, un petit temps, voilà, des petits enjeux de scale, des enjeux de management, des enjeux de processer le recrutement à venir. Sachant qu'on va avoir beaucoup plus un côté produit, ce qu'on commence à avoir là depuis 6 mois. Oui, avec l'analyse de cohérence, ça va être. Ça va être, à part la R&D, ça va être totalement différent dans la façon de travailler, je pense. Ok. Bon, on a fait un beau petit tour d'horizon des challenges passés et à venir. Est-ce que tu vois des choses sur lesquelles on serait passé à côté? Peut-être on peut parler de mon parcours, qui est un peu atypique aussi. Allons-y. Du coup, avec Marc, on est complètement autodidacte dans l'informatique, c'est-à-dire que on a tous les deux fait des écoles de commerce, mais on a toujours été des énormes geeks depuis toujours, et que on a toujours tout appris sur le tas. Je t'ai dit, on commençait à jailbreak des iPhones à l'époque, on a fait nos différentes armes à droite à gauche. Le freelance, moi je l'ai commencé un petit peu au bluff et j'ai appris à maîtriser des technologies sur le coup, et puis ça a fonctionné. Et c'est vrai que parfois c'est en termes de crédibilité pour convaincre les premiers investisseurs, tant que t'as aucune tech, tant que t'as rien, c'est un enjeu. Le diplôme, les diplômes et études d'info, c'est un petit peu joué. Pas tout le temps, mais c'est un petit peu joué. Ok. Complètement autodidacte. Formation école de commerce, vous avez fait quoi? Une école de commerce post-bac classique. Okay. Où j'ai bien profité pendant 5 ans. Et t'avais un peu de temps pour geeker, quoi. Ouais, alors, pas du tout aux jeux vidéo. Ça a jamais été. J'aime bien jouer aux jeux vidéo, mais au bout de 5 minutes, j'ai l'impression un peu de perdre mon temps. Et du coup,
je repars sur des trucs plus de code. Ok, ouais, pendant ces 5 années, ouais, tu faisais du dev perso, des projets de dev sur perso. Des projets, les sujets d'arbitrage sur notamment décentralisé et tout. Ok, sympa. Et quand tu dis freelance au bluff, ça veut dire quoi? T'es arrivé, t'as dit. C'est-à-dire que. Qu'est-ce que tu veux dire par freelance au bluff? C'est-à-dire que. Bah, tu dis que tu maîtrises certaines technos alors que. Pas trop, et en fait, t'apprends les 2 semaines avant de commencer, t'apprends le truc et puis ça se passe très bien. C'est comme beaucoup de choses. Un gros coup de collier et feu, quoi. Exactement. Ok. Puis c'est toujours intéressant de bosser dans le challenge. T'aimes bien ça, quoi, bosser sous pression et avec du challenge. Ok, et ben écoute, on arrive tout doucement aux dernières questions du podcast. Est-ce que tu connais peut-être ou pas? Bah écoute, est-ce que tu as un surnom? Oui. Je sais pas si je dois le dire celui-là. C'est du coup Théophile. Ça s'est transformé en Théo, qui s'est transformé en Fan, qui s'est transformé en Fanfan. On m'appelait comme ça au collège. D'accord, donc ça date du collège. Et... J'aurais pas dû la sortir celle-là. Fanfan, ouais. C'est ton associé qui te surnommait comme ça sur. Je crois que c'est lui qui l'a trouvé. Et tous les 6 mois, il me la ressort. Enfin, il me rappelle comme ça. Il vient me demander un truc que j'ai pas envie de faire. Ok. Bon, bah c'est dit, hein. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que un proverbe, une expression, un mantra, une phrase, un bruit que tu fais et qui t'accompagne? Tu peux avoir plusieurs réponses. La question, c'est pas est-ce que tu vas y arriver, c'est quand est-ce que tu vas y arriver. Et si tu fais ça, tu peux aller très 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 loin. Ok, ça représente bien le mindset R&D du projet, quoi. Ok. Est-ce que tu donnerais un titre à cet épisode? Comment favoriser l'innovation par la simplicité? Ok. Parce que toi, ta marotte, c'est faire le plus simple possible, quoi. Hein. Stack simple, onboarding simple. Exactement. Pour innover, quoi. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a une dernière question que je t'aurais pas posée et que tu aimerais bien que je te pose? Oui, sur les side projects à côté, sur la vie à côté. Ouais, est-ce qu'on a le temps d'en avoir quand on est... Est-ce qu'on a le temps d'avoir des side projects, justement, quand on est entrepreneur et dans les premières... Bon, ça fait un petit moment maintenant, mais... Oui, bah écoute, j'ai des side projects à côté. Je suis en train de construire... Plusieurs en plus? Plusieurs, mais le principal, c'est... on est en train de construire un bateau avec 2 copains, là, pour essayer de battre leur record de vitesse à la voile. Donc, on fait ça sur notre temps libre... le week-end, le soir en semaine parfois. Vous construisez le bateau? Ouais, on construit le bateau de A à Z. Alors ça avance à son rythme parce que c'est le projet, il a commencé. Il a commencé il y a 2 ans. On a mis une première version du bateau à l'eau il y a 1 an, dans des conditions pas exceptionnelles. Et donc là, on est en train on vient de commencer la construction du 2e bateau là, et on va y arriver. On va battre le record. C'est quel record que vous voulez battre? À la voile, le record de vitesse à la voile, qui est actuellement de 125 km/h. Ah oui, c'est pas le record d'une traversée, c'est vraiment en instantané, vous voulez... En instantané, et là on se bat contre des équipes qui sont une quarantaine de personnes full-time dessus et des millions, mais on va y arriver quand même. Bah c'est ambitieux. Tu disais, c'est quoi le record? 125? Ouais. Waouh. Ouais, ça va vite là quand même. Hein. Et c'est, je fais un peu de wingfall. Ouais. Justement, toute l'innovation. Déjà 20-25 à l'heure.
T'as l'impression d'aller quand même vraiment... Ce sera moi le pilote, je te dirai quand on le battra, ce que ça fait d'aller à plus de 125. Mais justement, toute l'innovation du bateau, c'est d'enlever le foil et de sortir les fonctions du foil de l'eau pour les mettre dans l'air. Et ça a plein d'avantages. Vas-y, explique un petit peu. Le foil, la partie immergée de ton wing foil qui est dans l'eau, en fait, on va le sortir de l'eau. Tu veux sortir le foil de l'eau ? On va le sortir de l'eau et en fait, la façon dont on oriente nos voiles, c'est pour avoir les mêmes fonctionnalités, mais dans l'air. Ce qui te permet d'avoir énormément d'avantages par rapport à un foil dans l'eau en termes de performance et de traînée. Tu veux dire que tes voiles, elles sont plus à la verticale, mais elles sont inclinées à Exactement. 50 degrés et tu n'as plus de portance, enfin moins de portance. Exactement. On a 2 voiles en fait, du coup, qui sont inclinées à 45 degrés et qui font exactement la même fonctionnalité que le foil, mais hors de l'eau, donc avec bien plus de performance. Et du coup, tu n'as plus de foil du tout ? Non, on n'a qu'une dérive. Il n'y en a plus de foil. C'est toute l'innovation du... Mais du coup, tu voles ou tu as quand même un contact? Tu lévites au-dessus de l'eau avec juste une dérive dans l'eau. C'est que la dérive. T'as que la dérive qui est dans l'eau. Ton bateau sort de l'eau grâce à l'effet de sol. Et les 2 voiles orientées à 45 degrés te font la même fonctionnalité que le foil, mais avec beaucoup moins de traînée. Alors, il se passe quoi quand ça va un peu trop vite et que la dérive sort de l'eau? Bah, ce sera la surprise, on verra. Non, on verra ce qui se passe. Quand le foil sort de l'eau, je vois à peu près ce qui se passe. tu risques de partir en salto sur le côté et ça peut faire mal, je pense. Ok. Donc oui, faire des side projects à côté, c'est possible. Ok. Bah écoute, c'est un sacré projet. C'est un sacré side project. Oui, c'est ambitieux. Ouais. En plus d'une boîte, c'est compliqué. Et donc, prochaine mise à l'eau ? On espère cet été. Et comment tu... Enfin, t'as un atelier, comment tu l'as organisé ? On le met au garage dans Paris et on le fabrique dans le garage, ouais, dans le 17e. La première version, on l'a mis à l'eau en Bretagne. On a fini la construction, on l'a mis à l'eau en Bretagne. Et là, la deuxième version, on va essayer de trouver un lac en région parisienne pour inviter tout le monde, tous les copains, pour la mise à l'eau. Ok, sympa. Eh ben écoute, preneur également d'infos si tu bats le record du monde, quoi. Bah écoutez, tu peux nous suivre sur Instagram si tu veux. Ça s'appelle Projet 151. Projet 151. Ok, et bah ça marche. Bah merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'échange. Et puis pour cette petite, pour les différentes surprises. Et je te souhaite plein de bonnes choses pour la nouvelle page Finovox à partir de demain et puis la page Skipper, quoi. Merci beaucoup pour ton invitation et puis on a hâte de la suite. À très bientôt. Merci. Au revoir. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu ou un petit clic pour un partage aux copains ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.